Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Je suis ravie de vous retrouver ce soir car nous allons nous plonger dans l'univers romantique d'Alfred de Musset. Alors quelques mots sur l'auteur avant de commencer la lecture du roman que je m'apprête à vous lire et qui sont ses nouvelles. Donc Alfred de Musset est un poète et dramaturge français de la période romantique. Il est né le 11 décembre 1810 à Paris et il est mort le 2 mai 1857 à Paris aussi. Donc c'était un lycéen brillant qui s'intéressa pendant ses études au droit et à la médecine, mais qui abandonna assez rapidement ses études pour se consacrer à l'écriture et à la littérature à partir de 1828-1829. Et en effet, il publie en 1829 son premier recueil poétique à l'âge de 19 ans, qui s'intitule « Les contes d'Espagne et d'Italie ». Donc écrivain prolifique, il va publier de nombreux ouvrages entre 1829 et 1836. Il écrit notamment en 1833 son chef-d'œuvre, le drame romantique Lorenzaccio, qui a été publié en 1834 et inspiré d'un voyage à Venise après sa liaison houleuse avec George Sand. Il publie aussi la même année Fantasio et On ne badine pas avec l'amour, qui sont deux de ses romans les plus connus. Alors menant à la fois une vie de dandy débauché et en même temps d'écrivain talentueux, il devient dépressif et alcoolique autour de l'âge de 30 ans et du coup va écrire de moins en moins. Il va recevoir néanmoins la Légion d'honneur en 1845, il est élu à l'Académie française en 1852, avant que sa santé se dégrade. Il est aujourd'hui, et vous le connaissez tous sûrement, considéré comme un des écrivains romantiques, un des grands écrivains romantiques français, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une sensibilité extrême et aussi une interrogation sur la pureté, sur la débauche, car il a mené lui-même une vie de débauche, et une expression sincère de la douleur. Voilà, donc ce soir, nous allons passer la soirée avec ces nouvelles. Nous allons les découvrir ensemble. Et je reprends donc la lecture que je crois Victoria a commencé avant moi, des deux maîtresses. Mais avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous suggérer des livres que vous aimeriez qu'on lise dans cette émission. Voilà, donc je reprends la lecture aux deux maîtresses. Enfin, à la nouvelle Les deux maîtresses, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Il continuait à se promener et ne se décidait pas à sortir. La marquise se leva et vint à lui. « Vous êtes un singulier homme, lui dit-elle. Vous voudriez me voir jalouse. »« Moi ? Pas du tout. La jalousie est un sentiment que je déteste. » Pourquoi donc vous fâchez-vous de ce que je trouve à ce mouchoir un air d'antichambre? Est-ce ma faute ou la vôtre? Je ne m'en fâche point, je le trouve tout simple. En parlant ainsi, il tournait le dos. Madame de Parne s'avança doucement, se saisit du mouchoir de Madame Delaunay et s'approchant d'une fenêtre ouverte, le jeta dans la rue. « Que faites-vous » s'écria Valentin, et il s'élança pour le retenir, mais il était trop tard. « Je veux savoir, dit en riant la marquise, jusqu'à quel point vous y tenez et je suis curieuse de voir si vous descendrez le chercher. » Valentin hésita un instant et rougit de plaisir. Il eût voulu punir la marquise par quelques réponses piquantes, mais comme il arrive souvent, la colère lui ôta l'esprit. Madame de Parne se mit à rire de plus belle. Il enfonça son chapeau sur sa tête et sortit en disant « Je vais le chercher. » Il chercha en effet longtemps, mais un mouchoir perdu est bientôt ramassé, et ce fut vainement qu'il revint 10 fois d'une borne à une autre. La marquise à sa fenêtre riait toujours en le regardant faire. Fatigué enfin et un peu honteux, il s'éloigna sans lever la tête, feignant de ne pas s'apercevoir qu'on l'eût observé. Au coin de la rue pourtant, il se retourna et vit Madame de Parne qui ne riait plus et qui le suivait des yeux. Il continua sa route sans savoir où il allait et prit machinalement le chemin de la rue de Plat d'Étain. La soirée était belle et le ciel pur. La veuve était aussi à sa fenêtre, elle avait passé une triste journée. « J'ai besoin d'être rassurée, lui dit-elle dès qu'il fut entré.
À qui appartient un mouchoir que vous avez laissé chez moi? Il y a des gens qui savent tromper et qui ne savent pas mentir. À cette question, Valentin se troubla trop évidemment pour qu'il fût possible de s'y méprendre, et sans attendre qu'il répondit. « Écoutez-moi, dit Madame Delaunay. Vous savez maintenant que je vous aime. Vous connaissez beaucoup de monde et je ne vois personne. Il m'est aussi impossible de savoir ce que vous faites qu'il vous serait facile d'y voir clair dans mes moindres actions, s'il vous en prenait fantaisie. Vous pouvez me tromper aisément et impunément, puisque je ne peux ni vous surveiller, ni cesser de vous aimer. Souvenez-vous, je vous en supplie, de ce que je vais vous dire. Tout se sait tôt ou tard, et croyez-moi, c'est une triste chose. » Valentin voulait l'interrompre. Elle lui prit la main et continua. « Je ne dis pas assez, ce n'est pas une triste chose, mais la plus triste qu'il y ait au monde. Si rien n'est plus doux que le souvenir du bonheur, rien n'est plus affreux que de s'apercevoir que le bonheur passé était un mensonge. Avez-vous jamais pensé à ce que peut être que de haïr ce qu'on a aimé? Concevez-vous rien de pis? Réfléchissez à cela. Je vous en conjure. Ceux qui trouvent plaisir à tromper les autres en tirent ordinairement vanité. Ils s'imaginent avoir par là quelque supériorité sur leur dupe. Elle est bien fugitive. Et à quoi mène-t-elle? Rien n'est aussi aisé que le mal. Un homme de votre âge peut tromper sa maîtresse, seulement pour passer le temps. Mais le temps s'écoule en effet. La vérité vient, et que reste-t-il? Une pauvre créature abusée s'est crue aimée, heureuse, elle a fait de vous son bien unique. Pensez à ce qui lui arrive, s'il faut qu'elle ait horreur de vous. » La simplicité de ce langage avait ému Valentin jusqu'au fond du cœur. « Je vous aime, lui dit-il. N'en doutez pas. Je n'aime que vous seul. »« J'ai besoin de le croire, répondit la veuve. Et si vous dites vrai, nous ne reparlerons jamais de ce que j'ai souffert aujourd'hui. Permettez-moi pourtant d'ajouter encore un mot qu'il faut absolument que je vous dise. J'ai vu mon père à l'âge de 60 ans apprendre tout à coup, qu'un ami d'enfance l'avait trompé dans une affaire de commerce. Une lettre avait été trouvée dans laquelle cet ami racontait lui-même sa perfidie et se vantait de la triste habileté qui lui avait rapporté quelques billets de banque à notre détriment. J'ai vu mon père abîmé de douleur et stupéfait, la tête baissée, lire cette lettre. Il en était aussi honteux que s'il eût été lui-même le coupable. Il essuya une larme sur sa joue, jeta la lettre au feu et s'écria « Que la vanité et l'intérêt sont peu de choses, mais qu'il est affreux de perdre un ami. » Si vous eussiez été là, Valentin, vous auriez fait serment de ne jamais tromper personne. Madame Delaunay, en prononçant ces mots, laissa échapper quelques larmes. Valentin était assis près d'elle. Pour toute réponse, il l'attira à lui. Elle posa sa tête sur son épaule et, tirant de la poche de son tablier le mouchoir de la marquise. « Il est bien beau, dit-elle. La broderie en est fine. Vous me le laisserez, n'est-ce pas? La femme à qui il appartient ne s'apercevra pas qu'elle l'a perdu. Quand on a un mouchoir pareil, on en a bien d'autres. Je n'en ai, moi, qu'une douzaine et ils ne sont pas merveilleux. Vous me rendrez le mien que vous avez apporté et qui ne vous ferait pas honneur, mais je garderai celui-ci. » « À quoi bon ?» répondit Valentin. « Vous ne vous en servirez pas. »« Si, mon ami, il faut que je me console de l'avoir trouvé sur ce fauteuil, et il faut qu'il essuie mes larmes jusqu'à ce qu'elles aient cessé de couler. »« Que ce baiser les essuie !» s'écria le jeune homme, et prenant le mouchoir de Madame de Parne, il le jeta par la fenêtre. Chapitre 8. 6 semaines s'étaient écoulées. Et il faut qu'il soit bien difficile à l'homme de se connaître lui-même, puisque Valentin ne savait pas encore laquelle de ses deux maîtresses il aimait le mieux.
Malgré ces moments de sincérité et les élans de son cœur qui l'emportaient près de Madame de Launay, il ne pouvait se résoudre à désapprendre le chemin de l'hôtel de la chaussée d'Antin. Malgré la beauté de Madame de Parme, son esprit, sa grâce et tous les plaisirs qu'il trouvait chez elle, il ne pouvait renoncer à la chambrette de la rue du Plat d'Étain. Le petit jardin de Valentin voyait tour à tour la veuve et la marquise se promener au bras du jeune homme, et le murmure de la cascade couvrait de son bruit monotone des serments toujours répétés, toujours trahis avec la même ardeur. Faut-il donc croire que l'inconstance et ses plaisirs comme l'amour fidèle? On entendait quelquefois rouler encore la voiture sans livrer qui amenait incognito Madame de Parme quand Madame de Launay paraissait voilée au bout de la rue, s'acheminant d'un pas craintif. Caché derrière sa jalousie, Valentin souriait de ces rencontres et s'abonnait sans remords aux dangereux attraits du changement. C'est une chose presque infaillible que ceux qui se familiarisent avec un péril quelconque finissent par l'aimer. Toujours exposé à voir sa double intrigue découverte par hasard, obligé au rôle difficile d'un homme qui doit mentir sans cesse, sans jamais se trahir, notre étourdi se sentit fier de cette position étrange. Après y avoir accoutumé son cœur, il y habitua sa vanité. La vanité, les craintes qui le troublaient d'abord, les scrupules qui l'arrêtaient, lui devinrent chers. Il donna 2 bagues pareilles à ses 2 amies. Il avait obtenu de Madame de Launay qu'elle portât une légère chaîne d'or qu'il lui avait choisie au lieu de son collier de chrysocale. Il lui parut plaisant de faire mettre ce collier à la marquise. Il réussit à l'en affubler un jour qu'elle allait au bal, et c'est à coup sûr la plus grande preuve d'amour qu'elle lui ait donnée. Madame de Launay, trompée par l'amour, ne pouvait croire à l'inconstance de Valentin. Il y avait de certains jours où la vérité lui apparaissait tout à coup claire et irrécusable. Elle éclatait alors en reproches, elle fondait en larmes, elle voulait mourir. Un mot de son amant l'abusait de nouveau, un serrement de main la consolait. Elle rentrait chez elle heureuse et tranquille. Madame de Parme, trompée par l'orgueil, ne cherchait à rien découvrir et n'essayait de rien savoir. Elle se disait « C'est quelques anciennes maîtresses qu'il n'a pas le courage de quitter. » Et elle ne daignait pas s'abaisser à demander un sacrifice. L'amour lui semblait un passe-temps, la jalousie un ridicule. Elle croyait d'ailleurs sa beauté un talisman auquel rien ne pouvait résister. Si vous vous souvenez, madame, du caractère de notre héros tel que j'ai tâché de vous le peindre à la première page de ce conte, vous comprendrez et vous excuserez peut-être sa conduite, malgré ce qu'elle a de justement blâmable. Le double amour qu'il ressentait, ou croyait ressentir, était pour ainsi dire l'image de sa vie entière. Ayant toujours cherché les extrêmes et goûtant les jouissances du pauvre et celles du riche en même temps, il trouvait près de ces 2 femmes le contraste qui lui plaisait et il était réellement riche et pauvre dans la même journée. Si de 7 à 8 heures, au soleil couchant, 2 beaux chevaux gris entraient au petit trot dans l'avenue des Champs-Élysées, traînant doucement derrière eux un coupé tendu de soie comme un boudoir, vous eussiez pu voir au fond de la voiture une fraîche et coquette figure, cachée sous une grande capote et souriant à un jeune homme nonchalamment étendu près d'elle. C'était Valentin et Madame de Parme qui prenaient l'air après un dîner. Si le matin, au lever du soleil, le hasard vous avait mené près du joli bois de Romainville, vous eussiez pu y rencontrer, sous le vert bosquet d'une guinguette, 2 amoureux, se parlant à voix basse, ou lisant ensemble La Fontaine. C'était Valentin et Madame de Launay qui venaient de marcher dans la rosée. Étiez-vous ce soir d'un grand bal à l'ambassade d'Autriche? Avez-vous vu au milieu d'un cercle brillant de jeunes femmes une beauté plus fière, plus courtisée, plus dédaigneuse que toutes les autres? Cette tête charmante, coiffée d'un turban doré qui se balance avec grâce comme une rose bercée par le zéphyr, c'est la jeune marquise que
que la foule admire, que le triomphe embellit et qui pourtant semble rêver. Non loin de là, appuyé contre une colonne, Valentin la regarde. Personne ne connaît leur secret, personne n'interprète ce coup d'œil et ne devine la joie de l'amant. L'éclat des lustres, le bruit de la musique, les murmures de la foule, le parfum des fleurs, tout le pénètre, le transporte, et l'image radieuse de sa belle maîtresse enivre ses yeux éblouis. Il doute presque lui-même de son bonheur, et qu'un si rare trésor lui appartienne. Il entend les hommes dire autour de lui : « Quel éclat, quel sourire, quelle femme !» Et il se répète tout bas ces paroles. L'heure du souper arrive et un jeune officier rougit de plaisir en présentant sa main à la marquise. On l'entoure, on la suit, chacun veut s'en approcher et brigue la faveur d'un mot tombé de ses lèvres. C'est alors qu'elle passe près de Valentin et lui dit à l'oreille : « À demain !» Que de jouissance dans un mot pareil. Demain cependant, à la nuit tombante, le jeune homme monte à tâtons un escalier sans lumière. Il arrive à grand-peine au 3e étage et frappe doucement à une petite porte. Elle s'est ouverte. Il entre. Madame Delaunay, devant sa table, travaillait seule en l'attendant. Il s'assoit près d'elle. Elle le regarde, lui prend la main et lui dit qu'elle le remercie de l'aimer encore. Une seule lampe éclaire faiblement la modeste chambrette. Mais sous cette lampe est un visage ami, tranquille et bienveillant. Il n'y a plus là ni témoin empressé, ni admiration, ni triomphe. Mais Valentin fait plus que de ne pas regretter le monde. Il l'oublie. La vieille mère arrive, s'assoit dans la bergère et il faut écouter jusqu'à 10 heures les histoires du temps passé, caresser le petit chien qui gronde, rallumer la lampe qui s'éteint. Quelquefois, c'est un roman nouveau qu'il faut avoir le courage de lire. Valentin laisse tomber le livre pour effleurer en le ramassant le petit pied de sa maîtresse. Quelquefois, c'est un piquet, à deux sous l'affiche qu'il faut faire avec la bonne dame et avoir soin de n'avoir pas trop au beau jeu. En sortant de là, le jeune homme revient à pied. Il a soupé hier avec du vin de champagne en fredonnant une contredanse. Il soupe ce soir avec une tasse de lait en faisant quelques verres pour son ami. Pendant ce temps-là, la marquise est furieuse qu'on lui ait manqué de parole. Un grand laquais poudré apporte un billet plein de tendres reproches et sentant le musc. Le billet est décacheté, la fenêtre ouverte. Le temps est beau, Madame de Parne va venir, voilà notre étourdi grand seigneur. Ainsi, toujours différent de lui-même, il trouvait moyen d'être vrai en n'étant jamais sincère, et l'amant de la marquise n'était pas celui de la veuve. Et pourquoi choisir ? Me disait-il un jour, qu'en nous promenant, il essayait de se justifier. Pourquoi cette nécessité d'aimer d'une manière exclusive ? Blâmerait-on un homme de mon âge d'être amoureux de Madame de Parne ? N'est-elle pas admirée, enviée ? Ne vante-t-on pas son esprit et ses charmes ? La raison même se passionne pour elle. D'une autre part, quel reproche ferait-on à celui que la bonté, la tendresse, la candeur de Madame Delaunay ? N'est-elle pas digne de faire la joie et le bonheur d'un homme ? Moins belle ne serait-elle pas une amie précieuse et telle qu'elle est, y a-t-il au monde une plus charmante maîtresse ? En quoi donc suis-je coupable d'aimer ces deux femmes ? Si chacune d'elles mérite que l'on aime. Et s'il est vrai que je sois assez heureux pour compter pour quelque chose dans leur vie, pourquoi ne pourrais-je rendre l'une heureuse qu'en faisant le malheur de l'autre ? Pourquoi le doux sourire que ma présence fait éclore quelquefois sur les lèvres de ma belle veuve devrait-il être acheté au prix d'une lame versée par la marquise ? Est-ce leur faute si le hasard m'a jeté sur leur route ? Si je les ai approchées ? Si elles m'ont permis de les aimer ? Laquelle choisirais-je sans être injuste ? En quoi celle-là aurait-elle mérité plus que celle-ci d'être préférée ou abandonnée ? Quand Madame Delaunay me dit que son existence entière m'appartient, que voulez-vous donc que je réponde ? Faut-il la repousser ?
la désabuser et lui laisser le découragement et le chagrin? Quand Madame de Parne est au piano et qu'assis derrière elle, je la vois se livrer à la noble inspiration de son cœur, quand son esprit enlève le mien, m'exalte et me fait mieux goûter par la sympathie les plus exquises jouissances de l'intelligence, faut-il que je lui dise qu'elle se trompe et qu'un si doux plaisir est coupable? Faut-il que je change en haine ou en mépris le souvenir de ces heures délicieuses? Non, mon ami. Je mentirais en disant à l'une des deux que je ne l'aime plus ou que je ne l'ai point aimée. J'aurais plutôt le courage de les perdre ensemble que celui de choisir entre elles. Vous voyez, madame, que notre étourdi faisait comme font tous les hommes. Ne pouvant se corriger de sa folie, il tentait de lui donner l'apparence de la raison. Cependant, il y avait des certains jours où son cœur se refusait, malgré lui, au double rôle qu'il soutenait. Il tâchait de troubler le moins possible le repos de Madame de Launay, mais la fierté de la marquise eut plus d'un caprice à supporter. Cette femme n'a que de l'esprit et de l'orgueil, me disait-il d'elle quelquefois. Il arrivait aussi quand, en quittant le salon de Madame de Parne, la naïveté de la veuve le faisait sourire, et qu'il trouvait qu'à son tour, elle avait trop peu d'orgueil et d'esprit. Il se plaignait de manquer de liberté. Tantôt une boutade lui faisait renoncer à un rendez-vous, il prenait un livre et il s'en allait dîner seul à la campagne. Tantôt il maudissait le hasard qui s'opposait à une entrevue qu'il demandait. Madame de Launay était, au fond du cœur, celle qu'il préférait. Mais il n'en savait rien lui-même, et cette singulière incertitude aurait peut-être duré longtemps. Si une circonstance, légère en apparence, ne l'eût éclairé tout à coup sur ses véritables sentiments. On était au mois de juin et les soirées au jardin étaient délicieuses. La marquise, en s'asseyant sur un banc de bois près de la cascade, s'avisa un jour de le trouver dur. « Je vous ferai cadeau d'un coussin », dit-elle à Valentin. Le lendemain matin, en effet, arriva une causeuse élégante accompagnée d'un beau coussin de tapisserie de la part de Madame de Parne. Vous vous souvenez peut-être que Madame de Launay faisait de la tapisserie. Depuis un mois, Valentin l'avait vu travailler constamment à un ouvrage de ce genre dont il avait admiré le dessin. Non que ce dessin eût rien de remarquable, c'était, je crois, une couronne de fleurs, comme toutes les tapisseries du monde. Mais les couleurs en étaient charmantes. Que peut faire d'ailleurs une main aimée que nous ne le trouvions un chef-d'œuvre? 100 fois le soir, près de la lampe, le jeune homme avait suivi des yeux sur le canevas les doigts habiles de la veuve. 100 fois, au milieu d'un entretien animé, il s'était arrêté, observant un religieux silence, tandis qu'elle comptait ses points. 100 fois, il avait interrompu cette main fatiguée et lui avait rendu le courage pour un baiser. Quand Valentin eut fait porter la causeuse de la marquise dans une petite salle attenante au jardin, il y descendit et examina son cadeau. En regardant de près le coussin, il crut le reconnaître. Il le prit, le retourna, le remit à sa place et se demanda où il l'avait vu. « Fou que je suis, se dit-il, tous les coussins se ressemblent, et celui-là n'a rien d'extraordinaire. » Mais une petite tache faite sur le fond blanc attira tout à coup ses yeux. Il n'y avait pas à se tromper. Valentin avait fait lui-même cette tache en laissant tomber une goutte d'encre sur l'ouvrage de Madame de Launay, un soir qu'il écrivait près d'elle. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez apprécié les nouvelles de Alfred de Musset. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt.